Donc, on peut regrouper ça. On peut considérer l'évolution de la pression en fonction de la fraction molaire XG. Donc, voilà l'évolution de la pression réelle pour le constituant J et la pression réelle. Donc, à n'importe quelle composition, on peut déterminer le coefficient d'activité. Le coefficient donc, on a la pression réelle est égal le coefficient d'activité fois la fraction molaire fois la pression vapeur saturante du constituant J. Ça, c'est l'évolution de la pression réelle. Elle est inférieure à la pression donnée par la loi de Raoult. Dans ce cas, l'écart entre la pression réelle et la pression donnée par la loi de Raoult représente le coefficient d'activité. Donc, si on divise la pression réelle sur la pression donnée par la loi de Raoult, on peut déterminer le coefficient d'activité. De même, si on se réfère à la loi de Henry, donc voilà l'évolution de la pression réelle, c'est-à-dire la pression réelle, elle est donnée en fonction du coefficient d'activité, la fraction molaire et la constante d'Henry. Elle est comment? Elle est supérieure à la pression donnée par la loi de Henry. Donc, pour déterminer le coefficient d'activité, donc le coefficient d'activité à n'importe quelle composition, donc le coefficient d'activité, c'est la pression donnée, obtenue réellement ou bien expérimentalement sur la pression donnée par la loi de Henry. Donc voilà les deux premières méthodes pour déterminer le coefficient d'activité. Soit on se réfère à la loi de Raoult, soit on se réfère à la loi de Henry. Maintenant, on va passer à l'application de la relation de Gibbs-Duhem aux activités et coefficients d'activité. Donc, on va donner une autre méthode qui permet de déterminer le coefficient d'activité ou bien l'activité. Donc, on fait un petit rappel sur la relation de Gibbs-Duhem. On sait que la relation de Gibbs-Duhem est donnée par, donc la relation de Gibbs-Duhem, c'est la somme de XG de ZG bar. Avec ZG bar, c'est une grandeur molaire partielle relative au constituant J. XG, c'est la fraction molaire du constituant J. Donc, la relation de Gibbs-Duhem, c'est la somme de la fraction molaire du constituant J fois D ZG bar est égal à 0. Donc, on applique la relation de Gibbs-Duhem au potentiel chimique d'une solution d'un constituant dans une solution réelle. Or, le potentiel chimique s'écrit sous la forme, donc le potentiel chimique de constituant J, c'est le potentiel chimique de corps pur du constituant J, plus RT log gamma J, c'est-à-dire la fraction, l'activité du constituant J. Donc, D mu, c'est quoi? D mu étoile, donc mu est une constante. Donc, on peut considérer D mu est égal à RT D log de gamma G. Donc, comment on peut déterminer D log de gamma G? Donc, on peut de J relative au et on a la somme de xg d mu g est égale à 0, c'est-à-dire mu g par rt d log de gamma j, non, la somme de xg d log de gamma j est égale à 0. Dans ce cas, on donne l'activité en fonction du coefficient d'activité. Donc, comme dans la relation de Gibbs au coefficient d'activité à température donnée, la somme de la fraction molaire Xg fois D log de gamma G à 0. Donc, voilà la relation de Gibbs-Duhem appliquée aux solutions réelles ou bien appliquée au coefficient d'activité du constituant J. Donc, on peut, par exemple, un système binaire, cas d'un mélange binaire 1 et 2, on peut
écrire x1 d log de gamma j plus x2 d log de gamma 2 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire on a constituant 1 et 2. Donc, la relation de Gibbs-Duhem entre x2 de référence et x2, on obtient. Donc, on intègre cette relation, c'est-à-dire nous obtenons d log de gamma 2. L'intégrale de ce terme, les bornes de cette intégrale, c'est log de gamma 2 de référence et log de gamma 2. C'est-à-dire, soit on se réfère à la loi de Raoult, c'est-à-dire le corps pur, soit on se réfère à la loi de Henry. Donc, si on se réfère à la loi de Raoult, dans ce cas, x2 de référence, elle est égale à 1. Si on se réfère à la loi de Henry, c'est-à-dire x2 tend vers quoi? Tend vers 0. Donc, on a déjà dit, si on se réfère à la loi de Henry, x2, ou bien la fraction molaire, tend vers 0, lorsque la fraction molaire est égale à 0. Si on se réfère à la loi de Raoult, la fraction molaire tend vers 1. Donc, voilà les deux cas. Si on prend x2 de référence est égal à 1, donc si on prend x1, x2 est égal à 1, c'est-à-dire on se réfère à la loi de Raoult, donc l'état de référence est le corps pur, gamma 2 de référence est égal à 1. Dans ce cas, gamma 2 est égal à 1. Je répète, lorsque x2 de référence est égal à 1, c'est-à-dire on se réfère à la loi de Raoult. Dans ce cas, x2 est égal à 1 et log de gamma 2 est égal à 1. Parce que le coefficient d'activité est égal à 1, log de gamma 1 est égal à 0. Donc log de 1 est égal et x2 de référence est égal à 1. Donc voilà l'écriture de la relation du Gibbs-Duhem de log de gamma 2 en fonction de d log de gamma 1, x1 sur x2. Donc, cette relation permet, si on a la définition, on a l'activité pour le constituant 1, son d'activité pour le constituant 2. Bien l'inverse, on a le coefficient d'activité pour le constituant 2, on peut déterminer le coefficient d'activité pour le constituant 1. Donc voilà l'application de la relation du Gibbs-Duhem appliquée au coefficient d'activité. Elle permet de déterminer un coefficient d'activité en fonction de le coefficient d'activité pour l'autre. Si on prend x2 de référence est égal à 0, c'est-à-dire on se réfère à la loi de Henry, l'état de référence est une solution infiniment diluée. Le coefficient d'activité de référence est égal à 1. Donc, dans ce cas, x2 de référence est égal à 0. Dans ce cas, log de gamma 1 est égal à 0. Lorsque le coefficient d'activité x2 tend vers 0, le coefficient d'activité de 1 est égal à 0. Donc, voilà une autre méthode qui permet de déterminer le coefficient d'activité. Soit on se réfère à la loi de Raoult, soit on se réfère à la loi de Henry. Donc maintenant, on va passer à l'influence de la pression sur l'activité et le coefficient d'activité. Donc on va donner l'influence de la pression sur l'activité et le coefficient d'activité. Donc on a le potentiel chimique de constituant J est égal le potentiel chimique de constituant J de corps pur plus RT log de gamma J. Donc, pour déterminer l'influence de la pression, donc on dérive le potentiel chimique par rapport à la pression. On dérive le deuxième terme, c'est-à-dire le μg de corps pur par rapport à la pression, plus RT, d log de gamma J par rapport à dP.
Donc, on a déjà la variation de potentiel chimique par rapport à la le chapitre de potentiel chimique. La dérivée de potentiel chimique par rapport à P est égale à Vg bar. La dérivée de potentiel chimique de corps pur par rapport à P, c'est Vg étoile, plus RT, la dérivée de log de gamma J par rapport à la pression. Donc, on peut déterminer aussi la dérivée de log de gamma G par rapport à la pression est égale à quoi? C'est le volume Vg bar moins Vg étoile. C'est-à-dire le volume molaire partiel de constituant J moins le volume de corps pur pour le constituant J sur RT est égal delta Vg bar sur RT. Avec delta Vg bar, c'est la variation de volume Vg bar moins Vg étoile. Comme delta Vg bar est égal à Vg bar moins Vg étoile, l'activité est égale au coefficient d'activité fois la fraction molaire de constituant J. Et on a Xg et elle est indépendante de la pression. Donc, dans ce cas, la dérivée de log de gamma de l'activité de constituant J à la pression est égale à quoi? C'est la dérivée de log de coefficient d'activité fois la fraction molaire par rapport à la pression. La dérivée de la fraction molaire par rapport à la pression. La fraction molaire ne dépend pas on peut négliger la fraction molaire. Donc, est égale la dérivée de log de gamma G par rapport à la pression est égale à quoi? C'est la variation de volume molaire du constituant J sur RT. Donc, voilà une relation importante qui permet de déterminer l'influence du coefficient d'activité, soit le coefficient d'activité, soit la fonction de la. Si on a la variation de volume molaire du constituant J dans une solution réelle, on peut déterminer le coefficient d'activité.